Les rencontres du Rav Morali vous présentent une soirée exceptionnelle. Après le Gush Katif, comment se reconstruire? En partenariat avec le Chouk Benogros, l'Ilmod et la mairie de Ra'anana. Je voudrais redonner la parole 1 minute à Gisèle Tsipora-Kling pour présenter en fait le docteur Frank Hai Shemla. Je voudrais lui donner la parole simplement pour présenter le docteur et l'action qu'il a pu avoir. Et il a préféré que quelqu'un puisse lire la lettre qu'il avait écrite lui-même. Je vous donne la parole. Alors, juste avant de laisser ma femme parler du docteur Shemla, je voudrais d'abord profiter de l'occasion qu'il m'a donnée. Je ne sais pas si on est Yotzei Dechouva, des Tantumim par Zoom intermédiaire. Bezrat Hashem, j'espère pouvoir aller lui porter directement. Mais je voudrais vraiment d'abord le consoler de son deuil, puisqu'il est en train de s'asseoir le Shiva sur son papa qui est décédé hier. Et deuxièmement, je le remercie pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il nous a effectivement beaucoup soutenu pendant toute cette période. On va l'entendre avec plaisir dans un petit moment. Et je voudrais également remercier une deuxième personne, c'est la Batcherout de Givat Washington, et la Madekra, pardon, de Givat Washington, qui a fait le travail extraordinaire de choisir des photos, de choisir des films, de faire le petit montage que vous venez de passer. Donc un grand merci. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves de Givat Washington qui regardent en ce moment cette émission. Elles ont été extrêmement touchées également, et elles nous envoient des messages également pour nous dire à quel point c'est important pour elles qu'on les fasse vivre un petit peu à cette génération qui est née juste après, puisqu'elles ont 16 ans aujourd'hui. Eh bien voilà, maintenant elles apprennent à connaître l'histoire, et évidemment c'est très important de passer ça aux générations suivantes. Toda Rabba Morali, Toda Rabba toute l'équipe. Merci. Voilà, alors dans mon livre, justement, j'ai demandé la permission à l'époque au docteur Shemla de publier sa lettre dans mon livre parmi les documents, donc je vous dis, précieux qui se trouvent dans les annexes. Et docteur Shemla, donc, qui était responsable aussi du Bet Rabbad francophone du Gush Katif, avait l'habitude d'écrire la Sidra du Gush, comme petit éditorial, tous les Shabbatot. Et lors de la Parashat Emor, qui était donc entre Yom HaZikaron, Yom HaShoah et Yom HaZikaron, voilà la lettre qu'il avait produite. À 2 reprises ces dernières semaines, une sinistre sirène a retenti dans tout le pays à 10 heures du matin, durant 60 secondes. C'est de cette façon que nos dirigeants ont décidé de commémorer la mémoire des déportés de la Shoah et des guerres de l'État d'Israël. Durant 60 secondes, toute la vie s'arrête. Chacun doit se figer, prendre une tête d'enterrement et tenter de se concentrer quelques instants sur les drames qui ont endeuillé notre peuple ces dernières décennies. Étant trop jeune pour avoir connu la Shoah et les guerres de l'État d'Israël, j'essaye durant ces secondes de me rappeler ce que j'ai lu durant mes 10 ans dans le Gush Katif. Alors peu à peu me reviennent en mémoire les événements de Sukkot 5756-1996 à Kfar Darom. Ce jour-là avait éclaté une révolte chez les Arabes du fait de l'ouverture du tunnel le long du Kotel. Durant cette journée précédant Sukkot, nous avons été enfermés durant des heures dans Kfar Darom, mitraillés par les Palestiniens. Le chef du détachement des soldats postés à Kfar Darom devait décéder d'une balle dans le dos après avoir saigné durant des heures. Un autre soldat devait aussi perdre la vie. Nous parlions alors dans les journaux de sacrifice pour la paix. Bibi allait encore négocier la paix avec Arafat, que son nom soit effacé. Cette journée, je l'avais passée à Kfar Darom dans la famille Amitai, chez Miri, qui devait être assassiné 4 ans plus tard dans l'attentat de l'autobus de Kfar Darom. Durant cet attentat, Gabriel Bitton devait être tué, lui aussi, et les enfants Cohen amputés de leurs jambes. Durant ces 60 secondes du souvenir que m'accorde l'État d'Israël, je me souviens être allé expertiser les corps dans les réfrigérateurs de Ganetal. J'ai eu un mal fou à pouvoir les identifier, alors que mon confrère, qui lui avait voyagé avec les blessés, s'effondrait en pleurs devant les caméras du Monde. Je ne dois pas oublier Itamar Yefet, assassiné le lendemain, et mort à 18 ans dans nos bras. Il fallut aller consoler la famille à Netzer Khazani. Il a fallu parler aux frères, à la sœur, pour tenter de calmer leur douleur insoutenable. La petite sœur était dans les bras de la rabbinite à Rama. Son mari, notre maître, devait lui aussi être assassiné 2 ans plus tard, alors qu'il voyageait sur la route de Kissoufim pour aller précisément au mariage du frère d'Itamar. Il laissa une veuve avec 6 jeunes enfants. Combien de secondes me reste-t-il encore pour me souvenir de Ronit Salah, mon ami, tué dans ses serres par ses ouvriers palestiniens. Lui aussi a laissé une jeune femme enceinte de son 2e enfant.
une petite fille qui ne connaîtra jamais son père. Il y a aussi celui de Père Tzadé, tué à bout portant par un de ses ouvriers. Sa femme Eva travaillait alors au PC du Gush Katif. J'entends encore ses hurlements et ses pleurs lorsqu'elle a appris quasiment en direct le drame qui venait d'arriver. Sa maison s'est transformée en maison de fou au fur et à mesure que les enfants ramenés de l'école apprenaient la nouvelle. L'aîné marchait dans la maison, tenant sur son cœur une photo de son père. La cadette, enfermée au premier étage, voulait sauter par la fenêtre. Les autres enfants, blottis contre leur mère, pleuraient en silence. Comment également ne pas prendre un instant de plus pour me rappeler d'Aouva et Mergui, assassinés en rentrant dans le Gouche alors qu'elle venait de recevoir le contrat d'achat de sa maison à Gamétal. Notre voisin Moshe devait perdre une partie de sa deuxième main en tentant d'écraser le terroriste. Il avait déjà perdu un bras durant le cessez-le-feu de la guerre de Kippour. Comment oublier Saada, Sferia de Bedolach, assassiné en plein travail? J'entends encore les hurlements de Michal, blessé par un éclat d'obus, Motsa et Shabbat à côté de chez moi. L'éclat de métal lui déchira les tendons de la main droite, elle qui en a tant besoin pour travailler en tant qu'enseignante. Comment ne pas oublier ma visite dans la famille Khatouel, quelques minutes après que Tali et ses 4 filles aient été sauvagement abattues. Le père de Tali et son mari étaient assis muets. Ce spectacle ressemblait à l'histoire de Job qui avait tout perdu en quelques secondes. Le lit des enfants était encore défait. Il venait de sortir quelques instants plus tôt. Mais les cris qui retentissent encore à mes oreilles sont ceux de Madame Loutati. Son fils Israël devait être tué la veille de Kippour par un éclat d'obus tombé sur la base de Moraï. Le jeune garçon m'avait si souvent aidé en tant que volontaire pour secourir les blessés des attentats. Il était si fier de son uniforme de soldat. Il ne devait pas le porter très longtemps. Le lendemain, c'était le tour de Tiferet, tué par la chute d'un obus sur son toit. C'est alors que le gouvernement qui nous avait laissé bombarder depuis 4 ans s'est décidé à renforcer le blindage de nos toits. Le problème est que lorsque nous sortons dehors, nous n'avons aucun blindage. Mais peu lui importe. Me reste-t-il encore un peu de temps pour évoquer le massacre des jeunes garçons de la yeshiva d'Atsona? Nous marchions entre les corps des blessés et des tués dans un spectacle de fin du monde. Il y a aussi les jeunes de Nesser Hazani, blessés alors qu'ils jouaient devant la maison des jeunes de leur village. Et Rivlin, explosant sur une mine, il y a quelques semaines. Il vient à peine d'être enterré dans le Gouche que l'on parle déjà de l'enterrer ailleurs, comme tous ceux qui sont enterrés dans notre cimetière. Comment vais-je trouver le temps de me souvenir de tous les soldats blessés ou tués à Abdollah, Nevet Kalim, Fardarom, Netzarim ou Morag? Je n'ai que les 60 secondes réglementaires. Il est temps que la vie de tous les jours reprenne ses droits. Il est temps pour moi de me tourner vers mon avenir. Peut-être faudrait-il que je m'occupe des indemnités que le gouvernement veut m'octroyer pour que j'abandonne ma maison sans faire de bruit, pour que j'efface de ma mémoire le Gush Katif et toutes ces années passées. Comment sera-t-il possible d'oublier tous ces martyrs? Comment oublier ceux qui ont donné leur vie pour sauver le Gouche, comme nous l'avait demandé Sharon avant qu'il ne retourne sa veste? Pourquoi tout ce sang versé pour rien? Pour tout abandonner à nos ennemis? Les 60 secondes réglementaires ne gommeront jamais le fait que le sang d'innocents fut versé pour rien dans l'indifférence du pouvoir public de ce pays qui avait tous les moyens militaires à leur disposition pour empêcher ce désastre. Merci à vous et nous donnons tout de suite la parole au docteur Shemla Bevakasha. Il faut ouvrir votre micro. J'ai ouvert. Voilà. Nous vous Vous écoutons. m'entendez bien? Tout à fait. J'ai préféré en effet que Mme Ching lise la lettre que j'avais écrite à l'époque, parce que rien qu'en l'entendant, ça me réveille de très mauvais souvenirs, extrêmement douloureux, extrêmement tristes, malgré que, en effet, de longues années se soient passées. C'est toujours aussi actuel, c'est-à-dire je revois les événements, bien sûr avec une impuissance. Tout ça fait partie de l'histoire, mais pour les gens qui ont perdu les proches de leur famille, les cicatrices ne se fermeront jamais. Nous sommes maintenant donc 16 ans après le guérouche de Gush Katif. Personnellement, nous continuons, enfin je continue ma vie, je continue ma carrière, mais je peux dire que comment dire, je n'ai pas tourné le dos à cette histoire. C'est-à-dire que je suis extrêmement en colère, extrêmement critique vis-à-vis de ce que je vois. Parce que, il faut comprendre que, je ne sais pas, nous étions jeunes, nous étions venus de France, nous sommes venus dans un endroit qui n'était pas particulièrement prisé. Il y avait pas mal de familles de francophones qui étaient venues, nous avions un idéal. Et nous sommes venus là pour renforcer
le Yishuv en Eretz Israël, dans des parties d'Eretz Israël. On a assisté à un très, très grand gâchis qu'avec une mentalité d'Européen, je ne pouvais pas imaginer, de voir une population laissée comme ça et à la fin jetée de la terre d'Israël par d'autres Juifs devant les caméras du monde, ce qui constitue un Chilul Hashem impensable. J'ai mis très longtemps à me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'une chose pareille nous était arrivée? J'ai trouvé quelques explications dans le fait que, bien sûr, dans le projet divin, pas dans les calculs du gouvernement, en disant en apprenant qu'en effet, sous le Neve Dekalim, il y avait des tunnels et que ces tunnels auraient pu en effet nous amener à un désastre. Surtout qu'à l'époque, si nous avions eu un attentat, nous aurions été encore un peu plus maudits et critiqués dans le monde, puisque nous sommes de vilains colons qui empêchons la paix avec les gentils voisins palestiniens. J'ai un sentiment de dégoût et de mélangé à de la colère qui n'est pas passé. C'est-à-dire que bien que les années soient passées, je suis resté avec mes souvenirs. J'ai essayé de m'endormir. Je n'ai pas bénéficié de quoi que ce soit. On nous a dit qu'on nous avait envoyé des psychologues et des machins. Moi, j'ai recommencé à travailler quelques jours après le Pinouille. J'ai recommencé à travailler à Netivot. Et je me suis auto-traité en anesthésiant mes souvenirs, en essayant d'oublier, de ne pas revenir sur des choses qui sont très douloureuses. J'ai des contacts avec, bien sûr, les gens du Gush Katif, particulièrement, bien sûr, avec les francophones. J'ai repris une maison à Nitsan également, de façon à me rapprocher des communautés que je connais bien. C'est sûr que nous ne sommes plus dans le Gush et donc nous avons vieilli, les années sont passées, nous avons un passé commun, mais lorsque je vois malheureusement le pays aujourd'hui, je me rends compte que les leçons n'ont pas été tirées, que comme Madame Eckling l'a cité dans l'éditorial que j'avais fait à cette époque-là, il y a beaucoup de sang qui a été versé pour rien et les gens ne veulent pas tirer de conclusions qui, à mon avis, sont évidentes. Et bon, je me détourne totalement de la politique, je ne suis au courant de absolument rien, ça ne m'intéresse pas, que ce soit tel ou tel gouvernement, l'un donnera plus, l'autre donnera moins, ça n'a aucun intérêt. Je pense que le salut viendra de Dieu, Kamouvan, et j'espère que ce sera quelque chose de très très proche. Mais enfin, c'est un épisode particulièrement douloureux, toujours un sentiment de gâchis absolu, de dégoût en voyant tous ces jeunes qui ont été massacrés, toutes ces vies, toute cette horreur. Moi, je me rappelle, lorsque je suis arrivé à Netivot, les gens dansaient et s'embrassaient en disant « Nous sommes sortis de Gaza, nous allons avoir la paix ». Moi, j'ai serré les dents, je n'ai rien dit du tout. Et lorsque les premiers missiles ont commencé à tomber sur Sderot, Netivot et jusqu'à Beersheba, etc., j'aurais dit « Vous savez, vous étiez bien contents, mais vous savez, ces obus, ils partent sûrement du Miklat qui était en face de chez moi. Nous, les Juifs, on a construit des bons Miklatim, mais sûrement, ils doivent partir de là-bas. Vous étiez très contents, vous n'avez rien compris. Et voilà, maintenant, vous payez le prix. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est ce que je peux vous dire. Vous m'entendez? J'entends plus personne. Non, je vous entends. Je vous ai entendu mot à mot et bien évidemment, je comprends encore votre douleur. Mais je veux voir toujours un espoir, un message d'espoir dans la continuité, la force de l'espoir qu'il est que le peuple juif vit des passages, il a des hauts et des bas. Je pense que nous sommes tombés très bas, que malheureusement nous avons essayé en effet nous avions un projet, c'était en effet de tenir le Gush malgré toutes les arrière-pensées politiques qu'il y avait à cette période-là. Nous avons raté. Je ne suis pas sûr que les gens soient tellement plus malins qu'ils ne l'étaient à l'époque. Lorsque je vois les politiques des gouvernements successifs sans rentrer dans les détails, je me rends compte qu'en effet, nous sommes toujours très mal dirigés. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
La vie continue, nos enfants grandissent grâce à Dieu et nous avançons. Mais cette période du Gush Katif a particulièrement frappé les esprits parce que la population a été, rendue efkère, rendue abandonnée, trahie par tout le monde et particulièrement par Sharon, sur lequel nous avions fondé de grands espoirs. Et bon, ça nous a appris un petit peu sur qui compter. À part Dieu, je ne compte sur absolument personne. Et les événements confirment tout à fait mon point de vue. Et même actuellement, si vous voulez, sans parler de rentrer dans les détails, même la gestion de la crise du corona et toutes ces salades et tous ces vaccins et tous ces médicaments et toutes ces choses qu'on veut nous faire avaler n'est que le prolongement de politiciens, de gens, de services financiers, de trusts qui, malheureusement, continuent de se servir des Juifs comme cobayes d'expérience. Comment dire? Simplement, bon, après l'expérience du Gush Katif, je suis moins émotif parce que je n'ai pas grand enthousiasme et grande croyance dans les services de ce que je vois, en tout cas dans les structures des pays d'ailleurs. Et bon, comme je vous dis, je compte sur Dieu. Bezrat Hashem. Docteur Shemla, en tout cas, un grand merci à vous. Mina Shamaim Tenachamu, que Amen. cette période de Havelut, qu'Akadosh Baruch Hu vous apporte la consolation. Et nous vous remercions de votre témoignage. Nous continuons tout de suite. Merci à vous. Merci à vous. Et nous continuons tout de suite avec le film de Ariel Porat, l'agriculteur du Gush Katif. Nous donnons la parole tout de suite à Johan. Merci beaucoup. Merci au Rav Saadia d'organiser cette soirée. Merci à tous les partenaires. Vous êtes plus d'une centaine à nous suivre sur les différentes chaînes YouTube et Zoom. Et on va entendre Ariel Porat, qui était agriculteur au Gush Katif, donc on peut dire dans sa première vie, et qui a continué à être agriculteur. Et donc, il va nous donner son témoignage d'agriculteur au Gush Katif. Merci à Ariel d'avoir accepté de nous parler ce soir. Merci Ariel. Bonsoir à tous mes amis du Gush Katif, bonsoir au Rav Saadia, merci pour les organisateurs, bonsoir à tous les auditeurs, les amis qui se joignent à nous pour parler ce soir un petit peu et de se rappeler du Gush Katif. Alors je vais vous parler plutôt de l'agriculture et de cette réalisation phénoménale d'agriculture au Gush Katif, qui nous sommes partis d'un désert de sable et nous en avons fait un paradis en 20-25 ans, et je crois que c'est une expérience absolument extraordinaire. Je suis très heureux de l'avoir vécu, je la languis, mais ça nous a apporté un grand bagage qui nous a permis de continuer, et nous avons beaucoup d'émouna, d'espoir qu'un jour nous reviendrons, si ce n'est pas nous, c'est nos enfants. Mais c'est clair qu'on va garder de cette expérience énormément de réflexion, que ce soit sur les magnifiques réalisations d'une part et la perte de cette région et l'expulsion qui peut nous amener aussi à réfléchir et à être plus attentifs, plus intentionnés. Alors voilà, je vais vous montrer un petit clip sur le Gush Katif et après on va parler de l'agriculture. Je vous remercie et des œillets d'une image du Gush Katif. Et donc, je vais vous parler un petit peu des réalisations agricoles, si vous voulez. Donc, on est arrivé sur ces dunes dorées de sable et nous avons commencé à faire de l'agriculture. Nous avons construit des serres métalliques et installé le goutte à goutte, commencé à planter. Les premières années, j'ai fait des fleurs, telles que les gypsanites, et de la tomate et des œillets. Et voilà, c'était un début absolument très intéressant, c'était pas évident du tout. C'était une gageure. Les anciens Arabes qui habitaient dans la région se moquaient un petit peu de nous en disant que c'est un désert où jamais rien n'a poussé et que les oiseaux ne sont jamais venus s'installer ici. Et ils nous voyaient commencer à travailler ces dunes de sable et en faire des terrains agricoles, des serres. Et effectivement, il y a eu une réussite absolument incroyable qui, grâce au goutte à goutte qui donnait l'eau et l'engrais avec
avec exactement ce que la plante avait besoin, ce sable neutre dans lequel les racines se développaient très rapidement, ce sable doré aussi qui reflétait la lumière du soleil et augmentait évidemment la lumière autour de la plante. En plus de ça, nous avons fait des serres pour essayer de gérer le climat, c'est-à-dire qu'en hiver, on fermait avec du nylon pour réchauffer les cultures et en hiver, on faisait de l'ombrage. Et grâce à ça, on est arrivé à des résultats absolument très satisfaisants et nous arrivions à cultiver des grosses quantités, des tonnes et des tonnes de tomates par dunam et c'était absolument formidable. Donc la première culture, la principale culture de Gush Katif, c'était tout d'abord des tomates, ensuite des herbes aromatiques telles que la ciboulette, telles que le romarin, le basilic, etc. Donc ça aussi, ça marchait très bien. C'est tous la grande majorité des cultures allait vers l'export et on était un des exportateurs les plus importants d'Israël, cette région du Gush Katif. Et vers la fin des années 80, nous avons, à l'aide d'un agronome qui est arrivé parmi les agriculteurs et qui a amené une idée de faire des légumes sans verre. Vous savez que les légumes verts, d'après la halacha, il faut les vérifier parce qu'ils sont murzakim betolaim. Ça veut dire qu'il y a une grande chance, une grande statistique de trouver des vers à l'intérieur de ces laitues ou de ces choux, etc. Alors que si vous voulez manger un poivron ou une poire ou une pomme, vous n'avez pas besoin de vérifier, même si de temps en temps il y a un verre. Zelo murzak betolaim, ça n'a pas, c'est très rare de trouver des tolaim, donc on n'est pas obligé de faire une vérification. Et sur les laitues, il fallait faire des vérifications. Alors il est venu avec une idée en disant, voilà, écoutez, on peut prendre une serre, la fermer complètement avec des filets. En plus, les cultures dans le sable où il y a moins de boue, moins d'eau stagnante, vous aurez moins d'insectes. Et comme ça, vous allez réaliser des cultures sans insectes. Et en fait, c'est ce qui a été fait et c'est absolument incroyable. La première année, on a fait des choux-fleurs qui étaient très bien réussis, où il n'y avait pas de verre, mais le marché n'a pas tout de suite accepté ce produit parce qu'il ne le connaissait pas. Le marché, surtout que c'était le marché plutôt religieux, orthodoxe, et comme il ne connaissait pas ce produit, ça a eu du mal à rentrer, mais le fait est que les gens étaient intéressés et que c'est une branche qui s'est très bien développée. Aujourd'hui, le Gush Katif est connu par ses légumes verts. Quand vous rentrez aujourd'hui dans un magasin pour acheter des laitues ou quand vous allez chez un traiteur, il vous dira légumes de Gush Katif. Alors que malheureusement, c'est plus cultivé au Gush Katif. Mais tout ce système a été développé là-bas. La première société, c'était la société Alekatif, Rassalat, qui aujourd'hui vous la connaissez certainement, et dont j'étais pendant 15 ans le directeur de production, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était agricole, programmation, plantation, etc. etc. Et en fait, on est arrivé à faire un produit qui a été très bien reçu. Aujourd'hui, c'est une branche de l'agriculture, les légumes verts sans verre. Il y a plusieurs sociétés déjà qui font ça. Les plus importantes, elles sont toujours Hassalat, Glatalim, etc. Je ne vais pas tous les citer, certainement vous pouvez trouver ça. Et en fait, donc ce produit s'est très bien développé et c'était aussi une des identités du Gush Katif. Mais à part cela, il y avait évidemment toutes les autres cultures qui sont aussi très réussies. Il y avait des pépinières de plantes d'appartements. Il y avait et moi-même, avant la Shemitah de l'année 2000, c'était, moi je ne me rappelle plus quelle date hébraïque, j'ai monté une pépinière avec les exigences de la Shemitah. En fait, comme le produit des salades sans verre était adressé surtout au public religieux, et pendant la Shemitah, nous avons fait le système de culture hors sol. Voilà, vous pouvez voir quelques photos, je vais les insérer, quelques photos où on a fait pousser des légumes au lieu de les faire pousser dans le sol, on les a fait pousser hors sol dans des pots. Et la pépinière aussi était suivant les exigences de la Shemitah. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cette pépinière qui a été déplacée, ça c'est encore une autre histoire, mais là où on cultive des plants hors sol qui sont agréés pour la Shemitah d'après la plupart des branches orthodoxes. Voilà.
Donc ça, c'était, je dirais même les miracles du Gush Katif qui ont amené une effervescence énorme, non seulement pour les agriculteurs, mais pour toute la vie qu'il y avait autour, en fait, parce qu'il fallait aussi des gens qui travaillent, des chauffeurs de camions, il fallait que la vie se passe, donc il y avait les magasins. Et à part ça, à Neve Dekalim, il y avait aussi un essor du public et du limoud de la Torah, dans tous les moshavim, c'était une région principalement religieuse, où il y avait un essor agricole et un essor de Torah absolument extraordinaire. Et moi, je vois cette expérience comme une expérience qui a été très enrichissante. D'abord, ça a amené la parnassa pour la famille d'un côté, mais de l'autre côté, on a appris énormément et on a eu un bagage énorme. Et malheureusement, on a dû quitter, mais je remercie Dieu de cette expérience qui nous a énormément construit. Moi, je voyais toujours le Gush Katif comme une sorte d'Israël miniature, avec cet essor, avec ce mélange, avec cette réussite de la terre agricole qui donne à son peuple énormément de richesses. Si aujourd'hui, une fois qu'on est parti, on regarde finalement le Gush Katif, toute l'agriculture a disparu. Si vous mettez sur Google Maps et vous essayez de voir, il y a des cartes relativement récentes, il y a que très peu d'agriculture qui a été perpétuée. Et là où j'avais mes cultures, etc., il n'y a plus rien du tout. Donc c'est vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la bénédiction de la terre à son peuple. Et ça a été flagrant pendant toute cette période dans laquelle on était au Gush Katif. Et pour ça, c'était vraiment, je remercie Dieu tout le temps. Voilà, je vais dire quand même quelques mots pour le Girouche qui malheureusement nous est tombé dessus, mais il faut comprendre pour qu'un agriculteur se prépare à un Girouche, à une expulsion, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, même pas dans un mois ou deux, mais il faut des mois et des mois à l'avance, puisqu'on commande des plants, on prépare le terrain, on cultive une culture, un plant de tomate, il donne sur un an, et pas sur... Et est-ce qu'on va continuer à investir, etc., etc. Et il y a eu un organisme qui s'est organisé autour, qui s'appelait Maamin Vezorea, qui proposait aux agriculteurs donc une aide, un prêt. Dans le cas où il n'y aurait pas eu le Girouche, donc on aurait dû rendre ce prêt. Si il y a le Girouche, c'était un don. Et ça a permis aux agriculteurs de rester en place, et de rester shfouim, de rester capables de rester dans ce grand doute qui a été très dur pendant la période de l'expulsion. Et c'était une grande expérience pour nous. Mais je regarde en arrière et je remercie Akadosh Baruch Hu pour cette merveilleuse expérience. Voilà, alors bonsoir à tout le monde et bonne continuation. ולפני השם ישפוך שיח